Bonjour, je remercie donc Alain Finkiel de cette invitation et je suis heureux d'avoir l'occasion de donner cette conférence. Donc cette conférence porte, comme son titre l'indique, sur la place de l'analogie dans les apprentissages, avec le souhait d'en montrer deux facettes, à la fois dans quelle mesure elle peut parfois faire obstacle aux apprentissages, ce qui est une idée assez commune et assez répandue, mais aussi en quoi est-ce qu'elle est un levier pour les apprentissages. Et vous verrez que ce que je vais défendre comme point de vue avec vous est même un point de vue très radical sur la place de l'analogie dans les apprentissages. Alors, pour commencer, j'indiquerai que les idées, les travaux que je vais présenter sont indissociables d'un livre que j'ai écrit avec un collègue américain qui s'appelle Douglas Hofstadter. Et donc, c'est moi qui présente la conférence, mais les travaux sont largement communs et il est possible de s'y référer dans ces ouvrages. Alors, pour lancer les choses, une manière d'ancrer la question de l'analogie, c'est de la positionner par rapport à la question du raisonnement et en particulier de la rationalité du raisonnement, parce que pendant très longtemps, il y a eu l'idée presque implicite que le raisonnement humain, en tout cas le raisonnement d'un être humain adulte qui n'a pas de problème particulier, est un raisonnement conforme à la logique, ou alors en tout cas que la logique est un aboutissement souhaitable dans les formes de pensée. Par exemple, un ouvrage bien connu du mathématicien George Boole, qui a été publié dans les années 1850, qui posait certains des fondements de l'algèbre de Boole, était intitulé « Les lois de la pensée », tout simplement parce qu'il y avait l'idée que lorsqu'on comprenait le fonctionnement de la logique, eh bien, en même temps, on accédait aux lois de la pensée. Et d'ailleurs, le vocabulaire que l'on utilise de façon quotidienne sur le raisonnement laisse penser que c'est quasiment indissociable de la logique, c'est-à-dire lorsqu'on parle de raisonner, lorsqu'on parle d'être rationnel, lorsqu'on parle d'avoir une pensée logique, on a l'impression que ces termes sont un petit peu interchangeables. Et cette idée, en fait, est beaucoup remise en question actuellement, et la question de la place de la logique dans la pensée humaine est un sujet qui est controversé. Alors, pourquoi est-ce que c'est un sujet controversé ? Eh bien, en fait, parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui, depuis les années 1950, ont montré que le raisonnement adulte très souvent s'éloignait de ce que prédisait la logique. Et puis d'autres travaux auprès de populations enfantines, cette fois, ont montré que les enfants pouvaient être beaucoup plus proches de la logique qu'on ne le croyait avant, donnant une vision du développement beaucoup moins linéaire qu'elle n'était souvent présentée. Alors pour illustrer cela, donc il y a eu des travaux, comme je vous le disais, dans les années 50-60. Par exemple, une illustration d'une tâche qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été l'objet de nombreux articles de recherche, et la tâche des 4 cartes de Wesson. Alors, le principe de cette tâche, alors vous voyez, vous avez 4 cartes qui sont figurées à l'écran, et on vous prévient, on vous donne une règle, et la règle, c'est que si jamais il y a une voyelle d'un côté, alors il y a un chiffre pair de l'autre. Alors il faut savoir que chacune de ces cartes, si vous a d'un côté une lettre et d'un autre côté un chiffre,
Et donc, ça veut dire que si vous retournez la carte avec un A, vous trouverez un chiffre. Si vous retournez la carte avec un D, vous trouverez un autre chiffre. Si vous retournez la carte avec un 4, ce sera une lettre, etc. Et la question qui était posée au sujet, c'est donc quelles sont les cartes qu'il est nécessaire de retourner pour vérifier si cette règle est respectée. Alors, si on avait un petit peu plus de temps, je vous proposerais d'être sujet de l'expérience, mais il faut savoir qu'en fait, cette tâche est réussie par des adultes, y compris des adultes qui ont une formation scientifique, souvent par moins de 10% de la population, sachant que les deux cartes qu'il convient de retourner, alors est-ce que quelqu'un se sent assez sûr pour le dire ? Bon, je vois que vous êtes prudent. Oui, effectivement, ce sont le A et le 7. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on retourne le A pour vérifier qu'il y a bien une voyelle de l'autre côté, mais on retourne aussi le 7 pour vérifier qu'il n'y a pas de voyelle de l'autre côté, sachant qu'il peut y avoir ce qu'on veut derrière le D et ce qu'on veut aussi derrière le 4. Alors, ce résultat, ce type de tâche, est à contraster avec des résultats d'autres tâches qui ont la particularité d'être complètement identiques du point de vue de la structure mathématique, mais qui par contre sont beaucoup plus faciles à résoudre pour une personne. Vous avez ici un exemple. Vous imaginez que vous êtes dans la peau d'un policier californien dans un état où on n'a pas le droit de boire de l'alcool à moins d'être âgé d'au moins 21 ans. Et on imagine donc un policier qui mène ce contrôle. Il voit une personne qui boit de la bière, mais il ne connaît pas son âge. Il voit une personne qui boit un soda, il ne connaît pas son âge non plus. Il voit une personne qui a mis sa carte d'identité qui a 25 ans, mais on ne sait pas ce qu'elle boit, et une personne qui a posé aussi sa carte d'identité, qui a 17 ans, et on ne sait pas ce qu'elle boit non plus. Et la question qui est posée, c'est que doit obligatoirement contrôler le policier pour s'assurer que la loi, si une personne boit de l'alcool, alors elle est âgée d'au moins 21 ans, est bien respectée. Et là, cette fois, les performances conformes à la logique plafonnent à presque 100%. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde se rend compte qu'on va contrôler la personne qui boit de la bière pour savoir l'âge qu'elle a, et puis on va contrôler la personne qui a 17 ans pour savoir ce qu'elle boit. D'accord ? Donc on a la même structure mathématique, mais des performances en termes de logicité qui sont tout à fait différentes. Alors, en particulier, ça a soulevé des questions sur ce qu'on appelle le rôle des effets de contenu, c'est-à-dire en quoi est-ce que le contenu des prémices, le contenu des affirmations qui sont données dans les propositions va influencer la facilité ou la difficulté à opérer un raisonnement logique dessus. Et puis, plus généralement, ça pose la question du fait de qu'est-ce qui explique que dans un certain contexte, la tâche est extrêmement facile, y compris pour des enfants à l'école primaire qui peuvent très bien réussir des tâches de ce type, et pourquoi dans d'autres contextes, elle est très rarement réussie, y compris par des adultes qui ont fait des études supérieures. Alors, cela, c'est un des éléments donc, qui a ouvert la porte aux questions des principaux processus qui oriente notre façon de penser, notre façon de construire nos concepts, notre façon de raisonner. Et en particulier, on arrive à donc la question de la place de l'analogie, le fait de considérer l'analogie comme processus fondamental dans le raisonnement et dans les acquisitions de connaissances. Pour développer cette idée, je commencerai par reprendre une citation du physicien bien connu Robert Oppenheimer dans les années 50. Et cette citation, on peut la lire ensemble. Whether or not we talk of discovery or of invention, analogy is inevitable in human thought because we come to new things in science with what equipment we have, which is
how we have learned to think, and above all, how we have learned to think about the relatedness of things. En fait, vous voyez que c'est déjà une idée assez forte, c'est-à-dire que c'est l'idée que dans toute découverte scientifique, il y a forcément une analogie qui en est à la source, parce que on ne peut penser la science qu'avec les idées qui ont été préalablement construites et la manière de mettre en relation ces idées. Alors, le point de vue que nous avons développé avec Douglas Hofstadter est encore plus radical, c'est-à-dire que, et d'ailleurs Robert Oppenheimer ne nous aurait pas contredit, hein, c'est-à-dire qu'en fait le schéma général est beaucoup plus large que celui de la pensée scientifique, c'est tout simplement un schéma qui concerne l'ensemble des processus de pensée, l'ensemble des processus de construction de concepts qui va donc être au cœur de la question des apprentissages. Et donc, une autre manière de le formuler serait de dire que l'analogie est inévitable dans la pensée humaine parce que nous arrivons à la nouveauté avec la manière dont nous sommes mentalement équipés, ce qui est, autrement dit, la manière dont nous avons appris à penser et surtout la manière dont nous avons appris à penser les liens entre les choses. Alors, une autre façon d'énoncer les choses, hein, qu'on va bien sûr étayer, c'est donc l'idée que la pensée humaine va être avant tout guidée par un mécanisme que nous nommons l'extension catégorielle par analogie, autrement dit une construction progressive du développement des concepts à travers des analogies, et de ce fait que l'analogie va avoir un rôle qui va être indissociable de la question des apprentissages, parfois en y faisant obstacle. Alors, quelle est l'idée essentielle ici? C'est que si on essaye de se représenter un peu notre vie cognitive, notre manière d'interagir avec notre environnement, eh bien, on peut commencer par se dire que chaque événement que nous vivons, à sa manière, est unique. Vous voyez, c'est par exemple la première fois que je suis ici face à vous, et d'une seconde à l'autre, des choses changent. Et en même temps, chaque instant, chaque événement que l'on vit partage une infinité de points communs avec des événements qu'on a préalablement vécus. Et donc, il y a ce contraste entre la singularité de l'instant et puis l'énorme ampleur de ce qui est partagé avec des instants qui ont été déjà vécus. Et c'est là qu'intervient l'analogie, parce que l'analogie, une façon de la définir, c'est de dire que c'est une comparaison mentale qui est fondée sur la similitude, et que c'est à travers l'analogie que l'on va justement dépasser la singularité d'un instant particulier et qu'on va rattacher cette singularité à d'autres singularités, c'est-à-dire d'autres moments préalablement vécus, ou à des généralités, et cela par le biais de catégories mentales, ce dont je vais parler plus avant dans quelques minutes. Alors, lorsqu'on parle d'analogie, c'est toujours utile de prendre quelques précautions sémantiques, c'est que l'analogie, historiquement, a été introduite par, en particulier du fait d'Aristote, à l'idée d'une relation partagée. Et tout le monde a entendu parler de ces situations où il s'agit de trouver un quatrième terme, et auquel cas il s'agit d'une extension de l'identité de proportion. D'ailleurs, en grec ancien, analogia signifie proportion mathématique. Et donc, vous voyez ici, si on a 4 termes comme pied, chaussure, main, point d'interrogation, eh bien, tout le monde va évidemment trouver le 4e terme ici, le gant. Et simplement, on est ici restreint, on va dire, à des analogies à 4 termes, d'accord ? Une relation commune et 4 termes que l'on peut indiquer de façon un petit peu plus formelle, comme D est à C, ce que B est à A. Alors, cette façon de voir l'analogie a été extrêmement généralisée depuis les travaux en psychologie sur ces questions,
Et actuellement, depuis les années 1980, ce qui intéresse surtout dans l'analogie, ce n'est pas l'aspect de ces analogies formelles à 4 termes qui est considéré comme très restrictif, mais c'est surtout l'idée d'expliquer un phénomène adaptatif de la cognition. Autrement dit, comment est-ce qu'on appréhende la nouveauté en se fiant à ce qui est connu. Ici, donc, lorsqu'on parle d'analogie, on a toujours en tête qu'il y a une source d'analogie, qui est une situation antérieure, une situation à laquelle on se réfère, et puis une cible de l'analogie, qui est la situation qu'on cherche à comprendre ou qu'on cherche à expliquer. Et il y a quelques exemples qui sont ici détaillés sur la diapositive. La première, c'est une réflexion d'une enfant de 7 ou 8 ans qui dit « L'école, c'est comme un escalier, chaque classe, c'est une marche ». Alors, vous voyez, pour cet enfant, c'est une compréhension assez importante, assez significative. C'est une analogie dans laquelle, ici, la cible de l'analogie, c'est l'école, et puis la source, c'est un escalier. Une analogie très classique en pédagogie, et d'ailleurs qui est également tout à fait signifiante sémantiquement quand on fait l'analogie entre un cœur et une pompe, ou alors les élèves ont tous connu ces analogies entre des molécules de gaz et les boules de billard, ou encore entre l'atome et le système solaire. Donc on voit que c'est un espèce d'outil pédagogique incontournable, mais potentiellement beaucoup plus comme on va le développer. On peut préciser aussi que lorsqu'on parle d'analogie, là on va un petit peu plus loin, lorsqu'on parle d'analogie, comme je vous l'ai dit, on ne se restreint pas aux analogies à 4 termes, et là encore, en haut de la diapositive, on a quelques exemples potentiels d'analogies à 4 termes que je vous laisse le plaisir de compléter. Les 2 dernières vous indiquant que les réponses à ce type de petits défis analogiques ne sont pas toujours uniques. Et il y a aussi l'idée répandue, l'idée aussi également un peu commune, que l'analogie est réservée à la comparaison entre des choses qui viennent de domaines différents. Et ici, on a quelques exemples. Le premier exemple, c'est une citation d'Henri Poincaré qui explique comment, à un certain moment, alors qu'il montait sur le marchepied d'un tramway, il a eu une espèce d'illumination dans laquelle il a identifié une analogie qui allait être très féconde pour lui entre les transformations de formes ternaires indéterminées et celle de la géométrie non euclidienne. Et puis, en dessous, on a quelques cas de situations que tout le monde reconnaîtrait comme des analogies entre un cerveau humain et un ordinateur. Un kamikaze serait comme une abeille qui meurt en piquant. Composer une œuvre d'art, ce serait comme donner naissance à un bébé, etc. Vous voyez que dans tous ces cas, on met en relation, on associe des choses qui sont de champs différents, ce qui effectivement est une des vertus par lesquelles l'analogie peut contribuer à produire des idées nouvelles. Mais la thèse que l'on a développée avec Douglas Hofstadter est une thèse beaucoup plus qui donne à l'analogie un statut beaucoup plus large, parce que, en fait, ce qui concerne l'analogie, c'est vraiment la question de la ressemblance, de la manière dont on peut s'appuyer sur les similitudes pour, comme je vous l'ai dit, dépasser la singularité. Et donc, en fait, pour parler d'analogie, il n'y a pas besoin de supposer une grande différence entre la source et la cible. On fait en fait en permanence des analogies qui reposent au contraire sur une très grande proximité. On fait des analogies extrêmement basiques, extrêmement élémentaires, comme l'analogie qui me permet de reconnaître cet amphithéâtre, même si c'est la première fois que je suis ici. Et pour détailler en fait le lien entre analogie et construction des concepts, en fait l'idée c'est que les concepts que l'on construit, et là encore je développerai cela, les concepts que l'on construit doivent leur existence à des suites d'analogies, et ces analogies, eh bien, on les élabore
au fil du temps, en permanence, de manière inconsciente, et c'est de cette manière que l'on construit, que l'on enrichit nos concepts, qu'on les raffine, que l'on construit nos expertises, y compris dans les domaines les plus formalisés, c'est-à-dire y compris en physique, en mathématiques, en biologie, et bien sûr dans tous les domaines qui sont aussi les autres domaines académiques et également les domaines de la vie quotidienne. Donc ça, c'est pour l'aspect de la construction des concepts. Et puis, il y a un autre aspect où l'analogie a un rôle tout aussi crucial, c'est la question de l'évocation des concepts, parce qu'une chose est d'avoir, bien sûr, construit des connaissances, mais une autre chose est de les évoquer lorsque cela est pertinent. Et là encore, c'est par ce processus de comparaison mentale qu'on va être en mesure d'évoquer les concepts, d'évoquer des sources d'analogie qui vont nous conduire à faire face aux situations. Alors, sur ce premier aspect, eh bien, c'est dans ce premier aspect que va résider la question de l'analogie comme levier d'apprentissage pour développer justement des concepts qui sont adéquats, des concepts qui sont efficients. Et c'est dans le second aspect que l'on va observer les aspects de difficultés, d'obstacles aux apprentissages, c'est-à-dire lorsque les concepts que l'on évoque sont des concepts inadéquats qui vont nous conduire à des analogies partiellement au moins inappropriées. Alors pour comprendre peut-être de façon plus claire, plus précise, là où je veux en venir et les idées sous-jacentes, on va prendre un exemple et puis le développer un petit peu. Alors, cet exemple, on va parler d'une analogie qui donne lieu à un concept. C'est une histoire que tout le monde connaît, que je n'ai pas besoin de détailler. C'est ce qui s'est passé avec Jérôme Cahuzac il y a quelques temps. Ce ministre du Budget qui a démissionné lorsqu'on s'est rendu compte que bien qu'il ait nié avoir des comptes bancaires à l'étranger, en fait, avait fraudé le fisc. Eh bien, au moment de sa démission, quelques jours après sa démission, je me suis naturellement posé la question des analogies qui allaient surgir. Et une manière de repérer les analogies, c'est tout simplement le fait de pluraliser un événement pour en faire une catégorie, c'est-à-dire qu'est-ce que cet événement singulier qui était la démission d'un ministre des Finances, eh bien vous voyez que cet événement singulier a conduit à se poser des questions. Est-ce que nous sommes analogues à, c'est-à-dire la catégorie des Cahuzac a commencé à émerger. Vous voyez quelques titres de presse. Nous sommes tous des Cahuzac. Bruxelles peut-elle se garder des Cahuzac? Nous sommes tous des Jérôme Cahuzac. Ou un autre journaliste qui clame non, nous ne sommes pas tous des Cahuzac. Alors ça, c'est une question tout à fait intéressante qui est de se demander justement quel est ce mécanisme psychologique qui fait que lorsqu'un événement particulier survient, on a tendance à chercher sa généralisation, à chercher dans quelle mesure cet événement particulier s'applique au-delà de cette singularité. Et ce phénomène, bien sûr, a perduré. Alors, vous le voyez dans le champ politique récemment, plus récemment, l'affaire Big Malion, où on voit un journaliste qui titre « Jean-François Copé souffre du syndrome Cahuzac ». Et puis, un autre cas un peu amusant, c'est l'affaire Thévenoud, vous savez, le ministre du Commerce extérieur qui ne payait plus ses impôts. Et alors là encore, il y a eu beaucoup d'analogies dans la presse avec Jérôme Cahuzac, mais il y a eu même un débat entre Thévenoud et Cahuzac pour savoir si ils étaient ou pas des Cahuzac, parce que vous voyez Thomas Thévenoud qui se défend d'être un Cahuzac, et l'ex-ministre se défend aussi d'une certaine façon, parce qu'il dit que Thévenoud est pire que lui, et que donc ce n'est pas vraiment un Cahuzac. Donc Jérôme Cahuzac dit « nos cas ne sont pas similaires ». Et ce concept de Cahuzac, on pourrait, en première analyse, on pourrait se dire « bon, c'est simplement l'idée d'être un escroc, d'être un tricheur, de mentir ». Mais en fait, si on l'approfondit, on se rend compte que s'il a pris racine de façon aussi forte, c'est que ça va un petit peu plus loin, parce que
Jérôme Cahuzac était censé incarner quelque chose, un certain nombre de valeurs, en particulier l'intégrité fiscale, et on s'est rendu compte qu'il a péché précisément dans ce qu'il devait incarner de façon la plus irréprochable. Et ça, c'est un concept qui n'est pas tout à fait classique. Et apparemment, ça a permis de mettre un nom sur le concept, ça a permis à ce concept de s'ancrer dans la culture collective, et on peut se rendre compte que ce concept, en fait, a une certaine opérationnalité. Alors, au moment de l'affaire Cahuzac, qui a été un petit peu moins médiatisée, il y a eu la démission, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais du grand rabbin Bernheim, qui, en fait, avait été accusé de plagiat et avait usurpé le titre d'agrégé de philosophie. Et lorsqu'il a démissionné, vous voyez là encore quelques coupures de presse, les journalistes n'ont pas manqué de faire l'analogie, de repérer ce concept. Ici, Gilles Bernheim a démissionné, comme Cahuzac, il exerçait la profession d'hypocrite, ou encore le Cahuzac de la communauté juive et son grand rabbin Gilles Bernheim, qui a été obligé de confesser publiquement ses péchés, ou encore ici, certains appellent déjà l'affaire Bernheim l'affaire Cahuzac de la communauté juive. Vous voyez que ce concept de péché, là où on est censé être irréprochable, parce que dans le domaine de la religion, cette fois, on parlera plus d'intégrité morale, l'analogie paraît très forte entre les deux cas et elle a bien été repérée. Et puis, si on cherche des analogues, vous voyez que ça ne manque pas. Et si vous cherchez les uns et les autres des Cahuzac potentiels dans vos entourages, peut-être que vous aurez des noms possibles. En tout cas, vous voyez cette idée de quelqu'un qui se montre, qui trahit précisément ce en quoi il est supposé être irréprochable. C'est une notion qui est assez intéressante, qu'on peut incarner à travers cette catégorie. Vous voyez comment une catégorie se développe ainsi par analogie. C'est un phénomène assez général, on ne décortiquera pas celui-là, mais vous voyez, ce n'est pas moi qui invente le phénomène, il est tout à fait présent et tout à fait significatif au-delà de l'aspect un petit peu illustratif de cette démarche psychologique par laquelle on part d'un fait et on cherche à abstraire, on cherche à généraliser, on cherche à voir en quoi ce fait peut s'appliquer bien au-delà de sa singularité particulière. Si vous regardez sur Internet, par exemple, eh bien, vous pouvez trouver beaucoup d'incarnations de ce phénomène où des individus particuliers deviennent en fait des catégories, des sources d'analogie. Alors, au cœur donc de cette question de la place de l'analogie, réside le lien qu'ont donc les analogies avec les catégories, et en particulier le fait que, contrairement là encore à une idée un peu répandue, eh bien, les catégories sont des structures mentales qui n'ont pas des contours parfaitement délimités et sont des structures mentales qui sont intrinsèquement floues. Alors cette idée, c'est une idée tout à fait importante parce qu'elle va à l'encontre, par exemple, de certaines recherches actuellement dans le champ de l'intelligence artificielle. Il y a des tentatives de travaux pour faciliter la communication entre les êtres humains et les moteurs de recherche, par exemple, pour faire que ça soit encore plus facile ou plus naturel d'être tout à fait compris dans l'usage des moteurs de recherche. Et vous voyez des tentatives, alors ici c'est Joshua Foer, qui parle de la tentative de développer un langage qui, contrairement au langage humain, serait parfaitement, aurait un degré très fort de logique, serait efficient, serait précis, contrairement au langage humain, pour lesquels ce qui règne, c'est l'ambiguïté, le vague, l'absence de logique, la redondance, la polysémie et en général donc l'arbitraire qui semble omniprésent dans tous les langages humains. Alors ce que nous défendons, c'est que cette quête est impossible parce que justement c'est intrinsèque à la pensée humaine, c'est intrinsèque au fonctionnement des concepts humains que
que d'intégrer ce flou, cet aspect non cadré. Ça va aussi à l'encontre des visions qualifiées de platoniciennes, dans lesquelles on retrouve par exemple dans le Phèdre de Platon cette idée, c'est une citation souvent donnée, que pour aller à l'essence des choses, une des manières de procéder, c'est de suivre les articulations naturelles en tâchant de ne rompre aucune partie comme ferait un mauvais boucher. En fait, derrière cette citation, il y a l'idée qu'il existe une espèce de réalité objective qui serait découpable en catégories. Et donc, ce découpage exact, externe à l'individu, serait possible, serait concevable. Là encore, c'est une idée qui n'est pas compatible avec celle que nous développons et que, comme je vais continuer à l'expliquer, toujours dans les pourfendeurs de l'analogie, on cite souvent Thomas Hobbes, dans le Léviathan, qui critique, alors ici, la métaphore, et qui va dire, par exemple, la lumière de l'esprit humain, ce sont des mots clairs, épurés, en premier lieu, et purgés de toute ambiguïté par des définitions exactes. Et au contraire, les métaphores, les mots ambigus ou qui ne veulent rien dire, sont comme des feux follets, s'en servir pour raisonner, c'est errer parmi d'innombrables absurdités. Alors, j'aime bien cette citation parce que vous voyez qu'en fait, Hobbes essaye d'expliquer que l'analogie ou les métaphores sont absurdes et qu'elles perdent l'esprit humain, mais on se rend compte en même temps, je ne sais pas si ça vous paraît évident, mais qu'il est complètement dans des métaphores pour le faire, et c'est vraiment l'arroseur arrosé, parce que qu'est-ce que c'est que la lumière de l'esprit humain si ce n'est une métaphore? La métaphore entre les métaphores et les feux follets est tout à fait évidente. Et puis, si on va un petit peu plus loin, qu'est-ce que c'est pour un mot d'être clair? C'est quand même une métaphore empruntée à la vision. Le fait d'être épuré, d'accord, le fait de purger quelque chose d'ambiguïté, et puis l'idée d'errer parmi d'innombrables absurdités. Vous voyez, là encore, une métaphore du fonctionnement de l'esprit. Et donc, on se rend compte que Hobbes est totalement prisonnier d'une certaine façon ou dépendant de l'usage de ces métaphores pour défendre son idée anti-métaphorique. Et derrière l'idée aussi assez classique d'obstacle épistémologique, qui par ailleurs mérite tout à fait d'être explorée, il y a aussi cette espèce d'idéologie anti-métaphorique, mais qui dépend là encore de métaphores. Vous voyez, lorsqu'on dit une science qui accepte les images est plus que toute autre victime des métaphores, aussi l'esprit scientifique doit-il sans cesse lutter contre les images, contre les analogies, contre les métaphores. Vous voyez que l'idée qu'une science soit victime, c'est déjà une métaphore. L'idée d'un esprit qui lutte contre quelque chose, c'est aussi une métaphore. Alors, quel est du coup le modèle que l'on a de la construction des concepts, de leur développement et de la manière dont l'analogie est support de l'apprentissage? Eh bien, pour cela, ça demande de rentrer donc dans la relation qui existe entre l'analogie et la catégorisation, entre donc l'analogie et le développement conceptuel. Alors, pour ce faire, cela demande donc de revenir à la question des catégories mentales et de comprendre pourquoi cette image des catégories parfaitement définies, des catégories qui auraient des frontières fixes et donc qu'on pourrait définir avec qu'on pourrait construire à travers des définitions incontestables est une illusion, et donc que les catégories ne seront pas des boîtes mais plutôt des nébuleuses si on cherche une analogie pour les décrire. Eh bien, la première façon de s'en rendre compte, c'est de voir que les catégories résistent de manière systématique aux définitions. Et quand je dis les catégories, je parle à peu près de toutes les catégories, c'est-à-dire aussi bien les catégories de la vie quotidienne que les catégories scientifiques. Et par exemple, si on cherche ce qu'est un A, je parle de la lettre A, du A majuscule,
Vous pouvez regarder dans un dictionnaire et vous verrez A majuscule ou grand A de forme triangulaire caractéristique, ce qui semble assez raisonnable. Mais si vous voyez tous ces A sur l'écran, eh bien, vous verrez que vous aurez beaucoup de mal à trouver une définition qui les embrasse tous. Et là, c'est le même caractère chinois qui est de la même façon représenté. Et si jamais vous n'avez pas la connaissance nécessaire en chinois, vous allez trouver que ces caractères sont très très différents les uns des autres. Ce que je vous dis là, c'est tout aussi vrai pour des notions plus conceptuelles. Par exemple, ça fonctionne pour n'importe quel concept. Vous, ici, c'est la définition de ce que c'est qu'un jeu, parce que c'est un exemple qui a souvent été analysé par des philosophes, notamment par Wittgenstein. Et la définition du dictionnaire est activité divertissante, soumise ou non à des règles, pratiquée par des enfants de manière désintéressée et par les adultes à des fins parfois lucratives. Si vous essayez de considérer que c'est une définition, au sens strict du terme, eh bien, il y a plein de choses qui ne vont pas marcher. Par exemple, soumise ou non à des règles, d'un point de vue définitoire, ça s'annule. Vous voyez que c'est pratiqué par des enfants et par des adultes, ça s'annule aussi. Que pour les adultes, c'est à des fins parfois lucratives, ça s'annule aussi. Et ce qui reste vaguement, c'est que pour les enfants, c'est quelque chose qui se fait de manière désintéressée. Mais ça, beaucoup de gens qui s'intéressent aux jeux dans l'enfance vous diront que c'est un peu absurde de considérer que c'est une caractéristique des jeux. Et le fait que ça soit une activité divertissante, est-ce que c'est circulaire? Et donc, on peut, en tout cas, prendre n'importe quel terme du dictionnaire et se rendre compte que les définitions ne fonctionnent pas. On peut aussi se rendre compte que beaucoup d'éléments vont à l'encontre des définitions qui sont faites, comme ici la chaise qui est à l'écran. Une manière de se rendre compte aussi de ce flou des frontières des catégories, c'est qu'on voit que même pour les catégories les plus simples, les plus familières, en fait, il y a des désaccords très marqués dans des populations. Et par exemple, on peut le faire en 30 secondes. Si je vous demande « est-ce qu'une chaussure est un vêtement ?», que vous répondiez d'abord silencieusement dans votre tête, tout le monde s'est fait sa réponse? Bon, alors qui pense que oui? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux qui pensent qu'une chaussure est un vêtement? Levez la main. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui pense que non? Ok, mettons peut-être une soixantaine. Alors, on ne va pas le faire pour les trois, mais en tout cas, quelles que soient les catégories que l'on choisit, on arrive à trouver des membres pour lesquels on a à peu près 50% dans un sens, 50% dans un autre. Ici, on n'est pas dans cet équilibre, mais selon les contextes, on peut facilement ne pas en être loin. Et ce qui est également notable, c'est que ce n'est pas une question d'expertise. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas d'académie du vêtement qui sait si un chapeau ou une chaussure est un vêtement. L'ambiguïté est vraiment intrinsèque aux catégories. Ici, il y a une citation d'une conférence inaugurale en physique des métaux que je trouve assez parlante sur le sujet. Donc vous voyez, je vais vous dire quelque chose, vous ne savez pas ce qu'est un métal, un grand groupe de gens ne sait pas ce qu'est un métal, savez-vous comment on appelle ces gens? On les appelle des experts en physique des métaux. Et en fait, beaucoup d'entre vous sont experts dans quelques domaines, et vous vous rendez compte que les sujets quasiment les plus débattus sont au cœur de l'expertise, justement parce que les catégories résistent aux définitions, parce qu'elles se développent par analogie et ne sont pas conformes à cette idée définitoire. Une façon, du coup, de se représenter la manière dont les concepts se développent, alors c'est une allégorie que je vais prendre, mais qui est assez fidèle à la façon dont nous pensons que les choses se passent, c'est si vous voyez ces deux visages à l'écran,
on est en train de dessiner les contours d'une catégorie en train de se construire. Vous voyez, vous êtes d'accord qu'il y a une certaine ressemblance, hein, on ne parle pas de la notoriété des personnages, hein, simplement de leur visage. Et on peut trouver des points communs. Et puis, cette catégorie, on peut l'enrichir, d'accord, de la même façon que si on prend l'image d'un jeune enfant qui découvre, mettons, la catégorie des tables ou des situations un petit peu plus singulières, eh bien, à chaque fois, ce sont des nouveaux exemplaires qui vont être plus ou moins proches et qui vont contribuer à enrichir cette catégorie. Et vous voyez que chaque nouvel exemplaire, d'une certaine manière, à la fois va être intégré à la catégorie, mais va aussi la modifier un petit peu. D'accord ? En sachant que l'idée, c'est que lorsqu'on a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'exemplaires, bien sûr, on a oublié les membres fondateurs de la catégorie. On ne se souvient plus de notre table initiale, mais c'est ce processus. Et puis, on peut donc, en général, lorsqu'on rencontre une nouvelle entité dans le monde, se demander si c'est un membre ou pas potentiel de cette catégorie. On peut se représenter tout à fait la même chose dans le développement pour le bébé, la manière dont le concept de maman va se développer. Au début, la maman pour un enfant, c'est uniquement sa maman. Et puis, il y a le M majuscule qui tombe parce qu'il y a l'idée que les mamans, enfin que les autres petits-enfants peuvent avoir des mamans, mais il y a un âge du développement où les enfants sont persuadés que les adultes n'ont pas de maman, parce que c'est trop différent. Et puis, ensuite, il peut y avoir des usages qu'on qualifie de métaphoriques de mère, comme la mère patrie, une cellule mère, la nécessité, la mère de l'invention, etc. Mais en fait, c'est tout un continuum autour de ces expériences particulières. Ici, on a un autre cas, par exemple, où vous voyez la différence des concepts entre les adultes et les enfants. Ici, un dialogue entre un père et son fils. Le fils dit « Papa, c'est quoi la différence entre un chameau et un dromadaire ?» Le père répond « Un chameau a 2 bosses et le dromadaire une seule. » Et l'enfant dit « Mais papa, comment se sont-ils cognés ?» Et vous voyez que là, c'est le concept qui n'est pas le même pour l'adulte et l'enfant, c'est-à-dire pour l'enfant, une bosse, c'est quelque chose qu'on ne se fait qu'en s'étant cogné, alors que pour le concept de bosse pour le père est un concept beaucoup plus général, qui est de l'ordre de l'idée de la proéminence, qui inclut les bosses des chameaux et des dromadaires et bien d'autres. Et puis la même chose, l'analogue pour comment les plongeurs font-ils pour respirer sous l'eau. Le père dit grâce à des bouteilles dans le dos et l'enfant demande pourquoi ont-ils besoin de boire sous l'eau. Alors la façon dont les analogies gouvernent le développement des concepts s'observe aussi dans le choix des verbes chez les enfants, la façon dont ils développent leur vocabulaire. Et vous voyez ici des exemples de corpus. Il y a des travaux de plus en plus systématiques sur ces questions où Camille, 2 ans, va dire « j'ai déshabillé la banane » ou Johan, maman, allume tes yeux, ou Lénie, il faut soigner le camion, ou une fille Talia un petit peu plus grande, est-ce que tu iras gronder les voisins, Tom qui demande à ses parents comment est-ce qu'on fait cuire l'eau, ou Mika, jeune adolescent, maman, peux-tu retrousser tes cheveux? Tout ça, ce sont des usages à la fois erronés, parce que les adultes n'utiliseraient pas ces expressions, mais en même temps parfaitement compréhensibles par nous, et sur lesquels les analogies paraissent évidentes et montrent comment les concepts se sophistiquent avec le développement. Mais en même temps, ces enfants à la fois utilisent des termes inappropriés, mais en même temps montrent cet itinéraire, ce cheminement progressif des concepts par analogie. D'ailleurs, il y a des travaux sur les lapsus qui montrent que les adultes continuent à faire ces lapsus analogiques. Simplement, on les fait plus rarement, à des occasions plus particulières, lorsqu'on est fatigué ou en état de stress. Mais ici, vous avez quelques cas, ce sont bien entendu des cas réels, de quelqu'un qui dit il faut absolument éplucher la pelouse au lieu de la ratisser,
ou une autre personne qui explique une recette de cuisine et qui dit « quant aux pâtes, elles sont bien sûr provisoires », alors qu'il veut dire facultatives, ou encore « je vais éteindre les volets », alors qu'il s'agit de les fermer, ou qui demande quand est-ce que les magasins se terminent ce soir, ou un enseignant qui parle de ses séminaires d'aujourd'hui pour désigner ceux de cette année, ou quelqu'un dans son entreprise qui dit « je vais chercher le document dans ma chambre » alors qu'elle parle de son bureau. On évitera les interprétations trop psychologisantes, ou une autre personne qui dit « je vais prendre un café pour me délaxer ». Et vous voyez qu'ici, on a une compétition entre l'idée de se détendre et de se relaxer, ou « non merci, je n'en veux plat », où on mélange « je n'en veux plus » et « je n'en veux pas », ou encore un conférencier dans le domaine de la perception des odeurs qui explique une expérimentation dans laquelle les participants devaient soi-disant inhumer une odeur. Alors vous comprenez que là, il y a eu une concurrence entre humer et inhaler qui a conduit à ce choix malheureux, ou encore quelqu'un qui explique, là encore un parfait locuteur francophone qui dit « je ne peux pas te parler, je suis sur le train de partir ». Donc là, toujours cette concurrence conceptuelle. Une autre manifestation particulièrement éclairante, je pense, du développement des concepts par analogie et de la manière dont on apprend des notions nouvelles à partir de concepts préexistants, c'est tout le champ du numérique, tout le champ des questions qui sont liées au numérique. Alors, à commencer par le concept de clé. Alors, quand vous allez dans un hôtel et que maintenant on vous tend une petite carte en plastique en vous disant « voici votre clé », on n'a même plus vraiment l'impression que c'est une analogie. On a l'impression que cette carte en plastique fait partie de la catégorie des clés. Il y a quelques années, on se disait « oui, c'est une métaphore d'une clé ». Et ça peut faire réfléchir aussi à la catégorie des serrures, c'est-à-dire lorsqu'on rentre cette carte en plastique dans une fente pour ouvrir la porte de son hôtel, est-ce que cette fente est devenue une serrure? Et je pourrais vous demander ce que vous en pensez, si ça fait partie de la catégorie serrure. Vous voyez la manière dont ces catégories évoluent. Et ces quelques images sur l'écran sont là pour nous rappeler que vous avez ici un bureau, une fenêtre, un site, une corbeille, des classeurs, des documents, un lien, un menu, une page, une boîte aux lettres, un réseau. Autrement dit, que tous ces termes qui sont devenus des termes du champ du numérique ont à l'origine des significations qui sont issues d'époques où jamais on n'imaginait Internet. Et si vous prenez des dictionnaires d'il y a 1 ou 2 siècles, vous allez trouver des définitions de tous ces termes rattachés uniquement à l'environnement matériel et qui signifient qu'en fait, pour une large part, le numérique est un analogue dématérialisé de concepts qui sont des concepts du monde sensible. Et vous voyez que lorsqu'on fait un texte comme celui-là, prends le document du dossier sur le bureau, fais-en une copie et mets-la dans le dossier comptabilité, puis envoie-le à mon adresse personnelle. J'aimerais aussi que tu regardes le dossier des documents à trier et que tu jettes ce qui est inutile. Lorsque tu auras terminé, vide la corbeille, ferme les fenêtres et éteins. Vous voyez que ce texte a une interprétation tout à fait, dans le monde sensible, et une interprétation dans le monde dématérialisé. Ce phénomène analogique est tel que on est en train maintenant de passer dans la dimension inverse, c'est-à-dire que c'est le numérique qui est en train aussi de devenir source d'analogie pour le monde sensible. Alors, vous voyez ici ce petit dessin humoristique d'un enfant à qui on donne une ardoise et qui dit à son père, bon, je vois que tout le monde l'a bien lu, ou cette institutrice qui essaye d'expliquer à un élève de CP le concept de lecture. Ici, un interview de Jean Dujardin dans Télérama lorsqu'il a eu un prix d'interprétation à Cannes qui explique que c'est un instant que j'ai figé
archivé, je clique dessus pour m'en souvenir. Vous voyez que cette fois, c'est la conception de la mémoire humaine qui est influencée par l'analogie numérique. Ici, quelques situations effectives. Hein. La première, une fille de 7 ans qui voit un cadre argentique entre 2 cadres numériques et qui dit « Regarde papa, celui du milieu est en panne » parce que l'analogue, bien sûr, c'est devenu le cadre numérique. Un enfant de 8 ans, il y a une pluie torrentielle qui s'abat sur le pare-brise et qui dit « Attention papa, on ne voit plus rien sur l'écran ». Ici, un étudiant qui témoigne en disant « Depuis une semaine, je suis en pleine révision de partiel. Après avoir compris une idée complexe, j'ai machinalement tapé CTRL-S sur mon ordinateur afin de sauvegarder cette information dans ma tête. » Ou encore un collégien, cette fois, qui dit « J'avais un doute sur l'orthographe d'un mot et j'ai attendu de voir si ce que j'avais écrit allait être souligné. » Quelqu'un qui explique qu'elle s'est fait scanner par sa future belle-mère. Un écolier qui explique qu'il a profité que sa maman était en mode gentil pour lui annoncer sa note en maths. Ou encore, vous voyez, les expressions qui suivent. Ne vous arrive-t-il jamais d'avoir l'impression d'avoir le cerveau qui bug ou un enseignant qui dit à ses élèves « Vous devez connaître votre leçon comme si vous l'aviez téléchargée dans votre tête » ou encore « Il faut que votre cahier soit le copier-coller du tableau ». Alors, très rapidement, parce qu'on approche de la fin de la conférence, je voulais qu'on se rende compte comment par ce phénomène d'extension catégorielle par analogie, on peut développer ou étendre des concepts scientifiques. Alors, ici, on a 2 photos sur l'écran, et ce qui frappe sans doute, c'est que c'est la photo du même arbre. Et puis ensuite, quand on regarde de plus près, ce qui en général frappe aussi, c'est qu'on perçoit sous chaque arbre. Alors, qu'est-ce qu'on perçoit sous chacun des 2 arbres? Bon, ici, on perçoit une ombre. Bon, et ici, on perçoit une autre tache sombre. Si on regarde le ciel, on se rend compte qu'il y a trop de nuages pour que ça soit une ombre, d'accord? Mais c'est lié au fait que la neige n'est pas tombée à cet endroit. Et si je vous demande si, à votre avis, est-ce que ça serait raisonnable d'appeler cela une ombre? Bon, eh bien, en fait, souvent, dans un premier temps, on dit non, c'est pas une ombre, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais en fait, lorsqu'on approfondit un peu la question, on se rend compte que c'est tout à fait raisonnable de considérer que c'est une ombre. Parce que c'est une ombre dans un sens un petit peu plus général que le sens usuel, mais on peut tout à fait identifier en fait un certain médium dont l'écoulement a été interrompu par un obstacle, et si bien que l'absence de ce médium est perceptible après cet obstacle. Et en faisant cela, on est en train de généraliser la notion d'ombre. Et la façon dont on la généralise est potentiellement intéressante. Par exemple, en géographie, on parle d'ombre pluviale pour désigner un phénomène technique dans lequel ce sont par exemple des chaînes montagneuses qui empêchent des nuages de passer et qui expliquent pourquoi il y a des zones désertiques dans des régions qui par ailleurs sont tout à fait luxuriantes. Et puis en démographie, ça va être aussi considéré comme tout à fait correct de parler par exemple de l'ombre de la Seconde Guerre mondiale sur les générations à venir. Et cette ombre, on peut vraiment la repérer dans les courbes démographiques. À chaque fois, on peut repérer ce phénomène. Et vous voyez que la notion d'ombre, du coup, se généralise par analogie à un concept tout à fait pertinent qui va au-delà de l'ombre liée à une source de lumière.
C'est par ce phénomène que Galilée, c'est où on peut comparer en tout cas ce phénomène à l'émergence de la notion de lune, où à l'époque de la Galilée, la lune c'était uniquement bien sûr le satellite de la Terre, et l'idée que la catégorie des lunes, un peu comme les Cahuzac tout à l'heure, si je peux me permettre cette analogie un peu poussée, a perdu sa majuscule, c'est-à-dire qu'on a là encore la généralisation d'un concept par analogie. Alors j'avais envie de dire quelques mots sur la question des obstacles, mais en même temps il est 15 heures, donc je ne sais pas si on a 5 minutes ou si c'est... Oui, c'est ça. Continue, ok, alors attendez, on va arriver aux obstacles. Alors, les obstacles, c'est qu'en fait, les analogies, parfois, sont trompeuses. Et la manière dont elles sont trompeuses, ça va aussi bien au-delà de ce que parfois on croit sur ces analogies qui fourvoient. Alors, un exemple qui l'illustre bien, c'est la fable La cigale et la fourmi, dans laquelle il y a ce petit passage où on dit « pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau ». Tout le monde connaît cette fable, et des générations d'enseignants, d'instituteurs l'ont enseignée, et des générations d'élèves l'ont apprise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute aux yeux dans ces deux petits passages ? Alors, si on vous avait demandé ou en tout cas, si dans la fable, il y avait écrit « pas un seul petit morceau de lion ou de taureau », au lieu de mouche ou de vermisseau, eh bien, tout le monde aurait été choqué, vous êtes d'accord ? Vous auriez dit, ben non, on sait bien qu'une cigale, ça ne mange pas des lions ou des taureaux, et même les élèves à l'école primaire auraient été choqués. Bon, mais ce n'est pas le cas. Simplement, ce qu'on ne sait souvent pas, alors je ne sais pas si vous le savez, combien d'entre vous le savent, mais en fait, une cigale est tout aussi incapable de manger des mouches ou des vermisseaux que de manger des lions ou des taureaux, parce que la cigale, pour s'alimenter, ne dispose que d'un suçoir. Et donc, ce phénomène, en fait, montre à quel point, ici, c'est une analogie anthropomorphique dans laquelle on a transposé à la cigale des caractéristiques qu'on attribue à l'être humain, eh bien, est évidemment totalement dépourvu de sens d'un point de vue biologique. Et cette aberration, eh bien, on la véhicule culturellement, en général, sans en avoir conscience. Alors, si jamais on avait voulu être un peu plus fidèle à la réalité, vous voyez qu'il aurait fallu adapter la fable de La Fontaine. La manière dont les analogies nous peuvent faire obstacle se repère dès les notions les plus simples, les notions académiques les plus simples. Par exemple, si je vous demande d'inventer un problème de soustraction dont la solution est 8 moins 3 égale 5, alors, est-ce que chacun peut le faire, parce que c'est quand même dans ce cas-là qu'on se rend compte le mieux de... D'accord, donc un petit problème, c'est le premier un problème qui vous vient à l'esprit dans lequel la solution c'est 8 moins 3 égale 5. Tout le monde l'a fait ? Ok, alors probablement ça peut ressembler à des choses comme ça. Vous commencez par quelqu'un, je ne sais pas si votre prénom était dedans, et il a 8 quelque chose, c'est peut-être des bonbons, des billes, des gâteaux, des pommes, ce que vous voulez, et puis il arrive quelque chose à cette quantité, donc soit il les donne, soit il les mange, soit il les perd, en tout cas ça va diminuer, et puis après on demande combien lui en reste-t-il. Ok, donc sauf si vous êtes énormément atypique, à peu près 90 à 95% des gens, y compris adultes, y compris qui ont un niveau universitaire important, le font. Alors ici, vous avez un petit tableau avec des étudiants de Master 2, je ne vais pas vous les lire, mais ils sont à peu près tous conformes à cela.
Si je vous demandais d'inventer un problème d'addition dont la solution est 5 plus 3 égale 8, là encore, on a le même phénomène de stéréotypie. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si je vous demande d'inventer un problème de la soustraction dont la solution est 8 moins 3 égale 5 et dans lequel on ne perd rien, mais on ne fait que gagner? Normalement, c'est un peu plus stimulant. Est-ce que vous en voyez? Est-ce qu'il y a un courageux qui veut tenter sa chance? Oui, allez-y. Paul a 3 bonbons. Oui, très bien. Combien de bonbons faudrait-il qu'il obtienne pour en avoir 8? Oui, c'est pas mal, c'est bien, c'est très bon exemple. J'en avais un autre, mais qui n'est pas meilleur que le vôtre, ou qui insiste un peu plus sur l'idée de gain, mais c'est la même idée. Hein. Paul a 3 billes, il en gagne pendant la récréation, et maintenant il en a 8. Combien de billes a-t-il gagné? D'accord? Et on se rend compte à quel point l'analogie que soustraire, c'est enlever, ou perdre, ou retirer, est prégnante, parce qu'elle influence tellement notre idée de cette notion mathématique que à peu près tout le monde tombe dans le panneau de l'idée que soustraire, c'est enlever. Si je vous demande de trouver un problème d'addition dont la solution est 5 plus 3 égale 8, dans lequel on ne gagne rien et on ne fait que perdre, c'est encore un petit peu plus difficile. Bon, là, je vous ai donné la réponse. Hein. Paul avait des billes, il en perd 3 pendant la récréation, maintenant il lui en reste 5. Combien de billes avait-il avant la récréation? Lorsqu'on s'intéresse à ces questions des problèmes additifs et soustractifs, en fait, on distingue à peu près 16 catégories différentes de problèmes. Et le problème de soustraction que tout le monde donne à 95%, c'est le 2. D'accord? C'est juste pour vous rendre compte à quel point l'analogie soustraire, c'est enlever est une œillère par rapport à la notion mathématique. D'accord? Et encore, je vous parle des problèmes qu'on résout en début d'école primaire. Hein. Alors, ce phénomène est entretenu par les manuels, donc c'est une vraie question du point de vue didactique de savoir quelle relation doivent avoir les situations sur lesquelles on s'appuie à l'école pour développer les notions, parce que bien entendu, si on s'ancre dans les catégories naïves, eh bien, on ne fait que les renforcer. Et puis, c'est également le cas pour la multiplication. Je ne vais pas le développer pour qu'on ait quelques minutes pour les questions et ne pas trop empiéter sur la pause. Mais sur la multiplication, si je vous demande d'inventer un problème ou multiplier en plus petit, beaucoup auront des difficultés. Et pour la division, si je demande d'inventer un problème où diviser rend plus grand, là encore, la plupart des adultes ont des grandes difficultés parce que, pourquoi, hein? Parce qu'il y a l'idée que multiplier, c'est additionner plusieurs fois, et donc si on additionne plusieurs fois, on a plus à la fin qu'au début, et on a l'idée que diviser, c'est partager, et que si on partage, on a moins à l'issue du partage que ce qu'il y avait au début, alors qu'il y a des situations dans lesquelles, bien entendu, diviser peut rendre plus grand, alors qu'un exemple pour terminer sur la division. Quand est-ce que diviser rend plus grand? Oui. J'ai un billet dans mon porte-monnaie, je l'échange contre des pièces, je tiens 4 pièces dans mon porte-monnaie, j'ai l'impression d'être plus riche. Alors ça c'est vrai, mais c'est un sens, je dirais, non mathématique de l'opération de diviser. Si on parle juste d'un petit énoncé de problème arithmétique, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, comment on peut diviser et que ça rende plus grand? C'est un peu compliqué. Oui, ok, mais elle va être quand même plus... oui. Oui, mais... ok, mais ça sera plus petit en valeur absolue, disons, dans ce cas-là. Alors, on divise par
Oui, alors un problème où on divise par 1,5, une situation. Oui, mais trouver une situation où on le fait. J'ai 10 sachets de bonbons et je veux les mettre en sachets deux fois plus petits, combien de sachets j'ai à la fin? Oui, oui, alors là vous vous approchez, mais ça veut dire en fait combien de demi-sachets j'ai dans 10 sachets, d'accord? Et quand on a fait ça, on est sorti du partage et on est passé dans ce qu'on appelle la cotition. Et autrement dit, ce qui est en fait la définition la plus générale de la division, c'est combien y a-t-il de fois une certaine valeur dans une autre. Bon, vous voyez sur ces aspects obstacles à quel point les connaissances quotidiennes ont un rôle énorme sur nos conceptions, y compris scientifiques, parce que même, comme je vous le dis, là c'est un public qui a fait des études très poussées, eh bien ça ne change pas la présence tout à fait massive de ces analogies familières qui ont à la fois un rôle très positif parce qu'elles nous aident à donner sens aux notions, mais qui constituent des obstacles qu'on doit vraiment travailler dans l'éducation dès le plus jeune âge pour espérer aider le type d'abstraction qui permet de développer des notions plus conformes aux notions scientifiques. Merci. Taisez-vous à jamais. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence très, très, très intéressante. Et je suis à l'atelier après, donc j'ai de la chance. Quand est-ce que vous distingueriez ou que vous feriez la transition entre métaphore et analogie? Parce que j'avoue que parmi certaines de vos analogies, oui, pour moi, c'était des métaphores. Parce oui, que pas figées, pas formelles. Oui. Voilà. Ok, alors la réponse que j'ai à vous donner, c'est que quand j'ai fait ma thèse, je me suis posé cette question et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'aller interroger les chercheurs qui travaillaient sur les analogies et sur les métaphores en leur posant précisément cette question, en leur demandant à votre avis, qu'est-ce qui distingue une analogie d'une métaphore? Et ce que j'ai observé, c'est que tout le monde me donnait une réponse très très affirmée en me disant il ne faut surtout pas confondre les deux choses, mais j'ai jamais eu deux idées qui se recoupaient. Et la seule chose qui était un peu constante, c'est que les gens qui travaillent sur les analogies pensent que les métaphores sont des types d'analogies, et ceux qui travaillent sur les métaphores pensent que les analogies sont des types de métaphores. Très bien, merci. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça n'a pas tellement de sens. C'est plus des traditions de domaines de recherche qu'une distinction qu'on peut vraiment fonder. D'accord? Donc, en fait, j'utilise de façon interchangeable les deux. Et si vous avez un critère qui vous paraît clair, on peut en discuter avec plaisir et j'essaierai de vous expliquer pourquoi ça me paraît contestable. Oui, absolument, absolument. J'ai l'impression que le monde de la publicité, les créatifs en publicité font énormément appel aux analogies justement pour essayer de faire réfléchir les gens de concentrer les gens sur le produit qu'ils veulent. Non ? Oui, alors en fait, j'espère vous avoir montré qu'on fait appel tous en permanence aux analogies. Et simplement, ce qui peut varier, c'est le caractère plus ou moins provoquant, surprenant de l'analogie, l'éloignement sémantique entre différentes analogies, et bien entendu, une façon de provoquer, de stimuler d'une certaine manière ou de changer un point de vue, c'est de lancer une analogie inattendue. Donc si c'est ce que vous voulez dire, oui, bien sûr. Absolument. Une autre question? Il y avait des gens
Bonjour. Je me demandais s'il y avait des expériences qui avaient été faites pour voir si utiliser les analogies de manière intelligente permettait d'améliorer les pédagogies, soit parce que c'est plus facile, parce qu'on utilise les analogies dans le bon sens, soit parce qu'on fait tomber les étudiants dans des pièges et on les fait réfléchir aux pourquoi leur analogie naturelle n'est pas adaptée. Oui, donc la réponse est oui. Il y a quand même pas mal de travaux. Je n'ai pas eu vraiment le temps de rentrer dans ces détails, mais il y a des travaux tout à fait développés sur le sujet et qui vont dans ce sens.